Est-ce que vous vous doutiez que votre arrivée en politique ferait autant parler, autant réagir? Avez-vous vu ça venir? Oui et non. En même temps, il ne faut pas être naïf. Il devait y avoir certainement donc, une appréciation dans ce sens-là. Autant, est-ce que c'est autant aussi? Il faut relativiser les choses aussi, là. C'est peut-être les médias qui ont mis un accent beaucoup plus important que peut-être la réalité l'aurait fait. Ça peut arriver, la surmédiatisation, hein, vous savez. Trouvez-vous que vous avez été victime de ça, vous, la surmédiatisation? Non, je n'ai pas été victime, mais chose certaine, oui. Vous n'êtes pas une victime, vous avez été peut-être la cible. Comme ça, du jour au lendemain, effectivement, quand vous faites, excusez-moi l'expression, scrummer, puis que vous êtes entouré en 360. Moi, je faisais de la convergence, mais je ne faisais pas du 360. Avez-vous trouvé ça difficile de vous adapter à ça? Pas nécessairement, mais chose certaine, c'est nouveau, hein? Et puis, j'ai pas été le seul. Il y a d'ailleurs une députée récemment, je pense, qui a dit un petit peu, je le dirai pas de la même façon qu'elle, mais ça peut être un peu agressant parce que c'est pas agressant en soi, c'est plus agressant pour soi parce que c'est pas une expérience que vous avez vécue précédemment et comme ça arrive assez brutalement, parce que du jour au lendemain, vous êtes élu et c'est à ce moment-là que les choses commencent, les choses sérieuses commencent, parce que si vous n'êtes pas élu, bon, on passe à autre chose, parce on passe qu'on au suivant. Les talents pour être politicien ne sont pas les mêmes que les talents pour être des gens d'affaires. Vous avez été à même d'expérimenter ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais pas nécessairement un genre d'affaires, un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant d'organisation. Oui, certes, il y a des organisations qui sont plus collégiales que d'autres. Il y a même des entreprises également qui sont susceptibles d'être plus collégiales que d'autres pour toutes sortes de raisons. Chez Québécois, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise qui a été fondée par mon père. C'est une entreprise qui a un actionnaire de contrôle. Est-ce qu'il est toujours obligé d'évoluer dans une perspective de compromis? Non. C'est une grosse différence. Ce qui est bien différent, évidemment, lorsque vous faites de la politique, et j'ai comme privilège quand même d'avoir fréquenté, et je le fréquente encore aujourd'hui, M. Mulroney, il me disait toujours, la chose la plus importante, Pierre-Carl, en politique, c'est ton caucus. C'est ça aussi, le caucus, c'est la collégialité. C'est bien s'assurer que vous êtes en mesure de pouvoir toujours avoir le plus large soutien possible. Et pour avoir ce plus large soutien, il faut également aussi être davantage ouvert au compromis. C'est ça, et ça demande du compromis, effectivement. Donc, les temps sont différents. Le temps en politique est un temps bien différent de celui qui existe en entreprise parce que l'entreprise, si vous faites face à un défi, 6 mois ou 12 mois plus tard, si vous n'avez pas été en mesure de réaliser les moyens nécessaires pour le contourner ou pour bien le gérer, vous pouvez payer le prix chèrement. Oui, c'est ça. Après le départ de Mme Marois, vous êtes présenté au leadership du Parti québécois, que vous avez aisément remporté à 58 % en mai 2015. Avez-vous aimé être chef du PQ? Oui, énormément. J'ai aimé mon expérience politique. J'ai en même temps aussi appris, parce que moi, je n'avais jamais milité dans un parti politique. Hein, donc, ça a été rapide, du jour au lendemain. Le jeudi, moi, j'étais député d'arrière-ban. Je pense que j'avais dû poser 5 questions à l'Assemblée nationale. Et vous vous souviendrez peut-être, j'avais eu un accident de vélo. Je suis entré à l'Assemblée nationale en fauteuil roulant. Un peu abîmé. J'avais eu 2 commotions cérébrales, alors... Et ça donc, commençait de façon... le jeudi, c'était la période de questions qui se termine et le congrès avait lieu le samedi, puis l'élection également. Et le mardi suivant, c'était la période de questions qui recommençait. Alors, je suis passé d'arrière-ban à chef de l'opposition, directement en face du premier ministre Couillard, qui est un homme cultivé, est un homme brillant, est un homme également, évidemment, avec une grande expérience politique. Il avait été ministre de la Santé, vous le savez. Donc, il n'y avait pas... L'apprentissage a été comme rapide. Comme disent les Anglais, c'est « swim or sink ». Donc, vous avez nagé? Oui. J'ai tenté. Je sais que c'est sûr qu'au départ, c'est pas nécessairement évident. Est-ce que vous avez l'aisance du jeune premier? Non, je ne raconterai pas d'histoire. Par contre, je pense que je me suis acclimaté quand même relativement rapidement et puis avoir pris l'expérience suffisante
pour m'adapter aussi, parce qu'ils n'étaient pas seuls. Monsieur le premier ministre n'était pas seul. Il y avait quelques larrons autour de lui qui n'étaient pas nécessairement toujours très gentils non plus à mon endroit. Mais c'est la politique. Hein? C'est ça. Ouais. Ça a été l'apprentissage. Mais vous dites que vous avez aimé ça malgré tout, malgré l'apprentissage accéléré, faire de la politique. En mai 2016, vous annoncez votre départ rapidement pour des raisons familiales. Je le disais avant d'entrer en ondes, j'ai fait réaliser un documentaire il y a quelques années avec des anciens politiciens qui m'a permis de constater combien la conciliation politique-famille est difficile. Vous avez dit au moment de quitter que vous avez été contraint de faire un choix agonisant. On vous a vu même retenir vos larmes devant les caméras de télévision. Je suis convaincu que l'avenir du Québec, des Québécoises et des Québécois, passe par l'indépendance de notre nation. Merci. Est-ce que ça vous manque, la politique? Tiens, je vais vous poser la question comme ça. Oui, ça me manque la politique parce que j'ai toujours adoré la politique. Et bon, j'ai eu le bénéfice d'étudier en Europe, j'ai eu le bénéfice également, le privilège d'y travailler. Je pense avoir toujours été très francophile. L'histoire de France me passionne. L'évolution politique européenne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Espagne actuellement. Donc, évidemment, c'est la Catalogne, la communauté européenne. D'ailleurs, aussi curieux que ça puisse paraître, je pense avoir une connaissance beaucoup plus approfondie de l'Europe que des États-Unis. Oui. Vous avez vécu d'ailleurs en Europe? Oui, j'ai vécu. Ma première femme était française. Ma fille, d'ailleurs, votre aînée on revient de Paris. Nous y sommes allés pour la semaine de relâche. Oui. C'était toujours très agréable. J'ai rencontré mon ex-belle-mère, que j'adore, qui, elle, est prussienne. Annette von Kleist. Alors, il faut que ça marche comme ça. Hein? OK. Donc, vous avez quand même une influence très européenne dans votre entourage et tout. Oui, oui. Vous parliez de Brian Mulroney il y a un instant, qui est un ami personnel, ancien premier ministre du Canada, qui disait que la politique vous a changé. Il dit il a dit en entrevue que depuis la politique, vous êtes un homme plus complet. Dans une entrevue au Globe and Mail en 2018, un de vos amis, Bertrand Ménard, a dit « Avant, Pierre Karl, c'est un homme pressé, axé sur les résultats. Aujourd'hui, il y a de l'empathie, il y a une écoute, une capacité d'écoute. » Qu'est-ce que la politique, vous diriez, a changé en vous? Oui. Bien, je pense avoir un petit peu abordé la question. La nature même de la politique, qui est une ouverture en permanence au compromis, vous oblige à écouter. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas en affaires. Par contre, on doit quand même peut-être prendre une décision plus rapidement, peut-être pas nécessairement qui va essayer de ménager la chèvre et le chou, parce que vous considérez que vous devez... Puis j'ai pris des décisions difficiles, que ce soit dans les conflits de travail, que ce soit dans des débats avec les autorités réglementaires, notamment le CRTC, le Fonds canadien des médias. Bon, je pourrais faire la nomenclature, ce serait assez long, mais les combats, donc à ce moment-là, si vous passez à côté, malheureusement, vous risquez de subir le préjudice de la concurrence ou des décisions qui ne sont pas prises. Alors que, encore une fois, la politique, le temps est différent, le temps est au compromis, le temps est ponctué d'élections. Donc, vous êtes au pouvoir, vous êtes dans l'opposition, vous assumez une responsabilité ou vous assumez la critique. Alors que si vous êtes PDG, vous n'êtes pas PDG seulement 5 jours par semaine. Là, vous l'êtes 365 jours par année. Vous y réfléchissez en permanence. La politique aussi est à cet effet-là, mais dans un univers bien différent. C'est complètement différent. Vous avez dit, j'ai pris des décisions difficiles. En tant qu'homme d'affaires, justement, vous en avez pris des décisions. Est-ce qu'il y a une décision que vous avez trouvée particulièrement difficile? Une? Bien, il n'y en a pas une en particulier parce qu'elles ont été nombreuses, mais c'est certain que lorsque vous devez prendre des décisions qui vont avoir des impacts sur des familles, sur des citoyens, comme notamment lorsqu'il y a des conflits de travail, c'est pas ce que... Vous avez trouvé ça difficile? Oui, c'est certainement difficile. Et récemment, on me disait, parce que j'étais dans un colloque au HEC, et puis c'était le 10e anniversaire donc, du lockout au Journal de Montréal.
J'aurais souhaité, puis c'est ce que j'ai essayé de faire, donc de convaincre les organisations syndicales. J'avais même, moi, personnellement, négocié avec le président du syndicat, que je connaissais parce que quand j'étais plus jeune, j'avais été photographe également au Journal de Montréal, et lui était là aussi. Donc, nous nous connaissions, et puis nous sommes arrivés à une entente. C'était le 23 décembre et la convention collective se terminait le 31. Malheureusement, donc, l'entente que nous avons convenue n'a pas été ratifiée par les membres de son exécutif et tout ça a par la suite dérapé, à me faire dire même, ben là, ça fait 25 ans qu'on met de l'argent dans un fonds de grève, c'est pas vrai qu'on va partir et le laisser là. Donc, on comprend que tu vas devoir nous mettre c'est sur le trottoir, lorsque vous avez une invitation. Mais c'est sûr que ça a un impact également sur les familles. Et, avoir des lignes de piquetage, des fois, il y a de la violence. C'est certainement pas ce qui est souhaitable. En même temps, est-ce que je devais prendre cette décision-là? Aujourd'hui, je sais que c'est toujours un peu facile, de faire du Monday morning quarterback, mais vous avez quand même un peu de recul oui, pour y parce penser. que, la presse écrite, combien de journaux ont disparu, combien de milliers d'emplois également ont disparu. Aujourd'hui, le Journal de Montréal et le Journal de Québec sont deux publications qui existent, publiées à 7 jours par semaine, qui a également aussi un effectif important, dont l'actualité, dont les enquêtes sont reconnues par le milieu journalistique, par la population. Donc, il y a un produit qui plaît aux clients, plaît aux lecteurs et aux lectrices, et qui n'a pas besoin d'être subventionné par l'État ou d'avoir, excusez-moi l'expression, une patente à gosse là, pour avoir une OBNL, comme de plus en plus d'organisations s'en vont dans cette direction. Est-ce que c'est à la presse? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un modèle d'affaires viable? J'ai des doutes. Donc, des décisions difficiles pour continuer à faire avancer l'entreprise. Oui. Oui, c'est ça. Et lorsqu'on a changé la culture d'entreprise chez Vidéotron, aujourd'hui, pour la 14e année consécutive, c'est l'entreprise préférée des télécoms. Puis ce matin encore, j'étais à la piscine, quelqu'un me disait « Ah, le service à la clientèle chez vous est vraiment excellent. Et même quand j'étais en politique, on me le disait aussi. Mais j'ai dit là, je ne peux pas répondre, je suis l'entreprise. Mais c'était toujours bien agréable, évidemment, de se le faire dire. Tu sais. Vous allez avoir 58 ans cette année. Est-ce que vous trouvez que le temps presse pour vous? Non, le temps s'écoule. Avec, aussi, c'est le fait d'avoir des enfants aussi qui vous a permis de penser ou d'évoluer, de vivre différemment, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque vous n'en avez pas. Moi, quand même, mes enfants, je les ai eus quand même tardivement. Ma Marie, la plus grande, elle a 19 ans maintenant, Thomas 13, puis Romy 10. Donc, c'est relativement récent tout ça, et ça s'est passé donc dans la cinquantaine. Et tout ça s'est fait, je dirais, quand même relativement... Ça vous garde groundé. Oui, ça fait en sorte que vous êtes en paix avec le temps qui passe, finalement, que 58 ans cette année, c'est pas pire que... Non, c'est ça. Il n'y a pas d'urgence de vivre, tout est... vous acceptez l'invitation des tribunes. Vous avez pris la parole au funérailles de M. Landry, de l'ancien premier ministre Bernard Landry. Vous commentez sur Twitter. On sent que vous vous exprimez, que vous voulez le faire. Est-ce que vous avez tiré un trait, là, vous me voyez venir évidemment, sur la politique de façon définitive? Chose certaine, pour les prochaines années, je ne pense pas qu'il va se passer énormément de choses. La politique, il ne faut jamais dire non, on ne sait pas, mais les choses certaines, c'est... Le temps passe aussi. Oui. Puis probablement aussi que sans vouloir faire de l'âgisme, parce que quelque part aussi, il y a l'expérience qui est importante, mais est-ce qu'on doit laisser davantage de place aux jeunes? Est-ce qu'il y a une perspective? Moi, j'ai le privilège d'avoir un frère qui a 28 ans, c'est mon petit frère, et il pense différemment. Vous voyez ça avec lui? Oui. Qu'il ne voit pas ça de la même façon, sur exactement. le même prisme que vous. Et les autres il est brillant, il est brillant. Et puis la façon dont il apprécie le monde, les connaissances qu'il a, je dirais,
même l'ontologie de la façon dont il aborde la réalité Oui. est différente de la mienne. Alors, est-ce que c'est vrai également en politique? Certainement. Est-ce qu'il y a lieu là aussi à faire des compromis? Certainement aussi. Je pense qu'on ne doit pas éliminer la possibilité d'avoir un éventail élargi au niveau sociodémographique. Oui. Oui. Juste un mot sur bon, les résultats des élections, la dernière élection provinciale. Bon, le Parti québécois qui est même plus reconnu comme la deuxième opposition officielle à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de l'état du mouvement souverainiste aujourd'hui? Bien, vous savez, il y a toutes sortes de sondages qui sortent. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait considérer être des idéaux collectifs sont, j'en faisais référence tout à l'heure, moins présents qu'ils ne l'ont été dans le passé? Je pense que c'est indéniable parce qu'il y a eu une évolution et là aussi, vous avez vu, on en a discuté récemment, Mario Dumont en commentait à cet égard-là. Est-ce que nous sommes devenus indépendants d'une certaine façon, justement à cause des réalisations qui ont été effectuées par le Parti québécois, par cette volonté d'affirmation? Bon, il y a 40 ans, la Caisse de dépôt, peut-être qu'elle existait, mais elle n'a pas l'envergure de ce qu'elle a aujourd'hui. C'est la même chose pour le Fonds de solidarité. Alors, que les francophones détiennent des postes de pouvoir, détiennent une influence économique, c'était aussi Hydro-Québec, c'était aussi donc une volonté, c'était un projet politique ou économico-politique ou politico-économique dans lequel nous nous sommes affirmés. Maintenant, est-ce que l'étape naturelle, c'est ma perspective et c'est ma théorie, donc l'étape subséquente ou l'étape naturelle de cette évolution est de faire du Québec un pays? Oui, pour une raison très simple, c'est que vous allez acquérir les compétences qui ne sont pas les vôtres ou qui sont exercées par un autre gouvernement et qui ne le sont pas nécessairement dans le meilleur intérêt du territoire dans lequel il y a une culture ancestrale et il y a une perspective différente de celle qui peut exister ailleurs. Où voyez-vous le Québec dans 20 ans? Je crois qu'il va continuer à s'affirmer, il va continuer à réussir. Il y a ici au Québec tout ce qui est nécessaire pour continuer ce grand travail historique qui est celui de l'affirmation. Ouais. Nous n'en avons pas énormément parlé, même pas du tout, mais là aussi, je pense que c'est extrêmement important. Au Parti québécois, c'était une donnée aussi sur laquelle nous insistions. Je pense à mon collègue Alexandre Cloutier. L'éducation. C'est l'éducation, d'ailleurs, qui nous a permis justement d'obtenir le statut que nous occupons aujourd'hui. Ouais. Et ce sont les hommes et les femmes de ces décennies précédentes qui nous ont permis de nous engager. Ensuite, il y a eu la réforme parents, il y a eu cette volonté d'élargir et d'avoir une envergure plus complète dans une perspective, parce que ça aussi, c'est différent de bien d'autres régions d'Amérique du Nord, peut-être justement compte tenu de notre statut ou de notre statut socio-économique du 19e et du 20e siècle, c'est cette capacité de pouvoir donc investir en éducation qui nous a donné ce tremplin pour prendre la place qui nous revenait. Sinon, c'est un pays qui est rempli de richesses, une richesse évidemment physique, que ce soit les mines, que ce soit l'électricité, l'hydroélectricité, que ce soit donc le fruit de l'éducation, donc nos facultés universitaires. J'étais avec le recteur Breton hier. C'est vraiment merveilleux ce que nous avons réalisé et que nous allons continuer à réaliser dans les années qui viennent. Donc, vous mettez vraiment l'accent sur l'éducation, c'est important pour j'ai pour le Québec une perspective extrêmement optimiste. Optimiste. Ouais. Au niveau des affaires, je le disais, vous en avez beaucoup parlé, vous avez transformé une entreprise de presse écrite d'édition en un modèle de convergence numérique, téléphonie, Internet et tout. Là, vous avez montré récemment votre intérêt pour Théo Taxi, qui est plus une entreprise d'économie sociale, économie verte. On sent que vous cheminez, vous continuez à cheminer dans le monde des affaires. Qu'est-ce que vous pensez du Québec Inc. d'aujourd'hui? Bien, nous avons toutes les raisons d'en être très fiers. Oui. C'est, je dirais, la continuité donc, de tous ces efforts et c'est les réalisations, c'est le fruit des réalisations qui nous ont donné
donc les Pierre Péladeau, Jean Coutu, ensuite les Serge Godin, cette volonté également aussi de s'affirmer internationalement, donc de prendre notre place là où elle doit être prise et de ne plus avoir quelques gênes que ce soit ou quelques défauts ou reproches qu'on pourrait éventuellement nous qualifier. Donc, une affirmation complète. Quelle est la plus grande différence entre le Québec King de votre père? Je disais dès le départ, l'entrée de jeu, c'est un géant du Québec King des années 60 qui a évolué, et le Québec King d'aujourd'hui. C'est quoi la plus grande différence? Là aussi, je pense que c'est là où, je dirais, l'environnement est différent parce que pour les jeunes aujourd'hui, on aurait comme tendance à penser que ça a toujours été comme ça, mais c'est justement, ça n'a pas été toujours comme ça. Tu sais, Pierre Péladeau, pour obtenir des prêts, c'était pas simple. Quand vous étiez francophone, que vous étiez obligé d'aller sur la rue Saint-Jacques et que les banquiers vous attendaient, c'était pas évident. Aujourd'hui, bon, toutes les choses ont évolué de façon extrêmement favorable. L'éducation a été en mesure de nous procurer donc un statut beaucoup plus égalitaire, un accès à la connaissance et un accès au capital. Donc, il m'apparaît que c'est beaucoup plus simple à l'époque de ceux et celles qui ont démarré dans le Québec économique, dans le Québec Inc. Plus facile aujourd'hui que pour les précurseurs. Je pense. Si je vous demande un conseil que vous donneriez à un jeune qui veut se partir en affaires, qui vous regarde là, puis il vous admire. Écoutez, c'est pas très compliqué. Hein? Je pense pas qu'il faut aller chercher midi à 14 heures. Et c'est là aussi, je pense, une leçon pour... J'écoutais Alex Harvey ce matin à la radio, puis je l'ai vu en fin de semaine, parce qu'on l'a soutenu. Pourquoi Alex a réussi? Pourquoi plein de femmes et d'hommes d'affaires réussissent? C'est parce qu'ils déploient les efforts qui sont ceux qui doivent être déployés pour réussir. C'est le travail, c'est les efforts. Et oui, ça peut être un peu la chance, mais... Les efforts sont incontournables. C'est ça. Et si vous rencontrez, bien, j'en ai glissé un mot aussi tout à l'heure, un échec, et il faut savoir rebondir. Alors, quelques années d'ailleurs avant de devenir président du conseil d'administration d'Hydro-Québec, j'étais président de la fondation de... Comment ça s'appelait donc? Pour les entrepreneurs, la Fondation de l'entrepreneurship. Et j'ai eu l'occasion de faire également une tournée du Québec. Et chez les jeunes, c'était le message que je délivrais, c'était de bien s'assurer que parce que c'est normal de rencontrer un échec, hein, mais il faut que cet échec-là puisse signifier quelque chose dans votre vie, puisse justement vous permettre d'avoir l'expérience de l'échec pour mieux le maîtriser et par la suite le contourner. En faire quelque chose de positif, exactement. Finalement. Si vous aviez l'occasion, vous, Pierre-Carl Péladeau, de revenir une seule fois en arrière, est-ce qu'il y a une décision que vous poseriez autrement ou un geste que vous prendriez autrement? Oui, certainement. Comme quoi, par exemple, quand vous pensez à ça? Est-ce que vous voulez en parler? Je pourrais glisser le mot, parce que quand... on vient de tourner, je viens de faire des commentaires sur les échecs. Là, ensuite, donc, on peut toujours revenir. Est-ce que j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça? Après avoir fait, pas nécessairement une introspection, là, mais une analyse, de dire, ben, peut-être que si j'avais fait ça de cette façon-là, telle situation n'aurait pu ne pas se produire et donc, en conséquence, aurait pu se faciliter. Avez-vous des exemples concrets? Oui, mais c'est plus des opérations. Donc, des fois, c'est des questions de nature financière. Mais bon, c'est pas d'un grand intérêt. C'est ça. Est-ce que vous avez un rêve non atteint, là, quelque chose que vous aimeriez atteindre comme rêve? Bien, c'est certain que lorsque je me suis engagé en politique, c'était pour faire du Québec un pays. Alors, ben, ça demeure un rêve qui n'a pas été réalisé à ce jour. Est-ce que vous pensez à la retraite? Non. Donc, Pierre-Carl Péladeau, il n'arrêtera pas. Il ne prévoit pas arrêter. Bien, je sais que mon père est parti un après-midi dans son bureau. Alors, le même bureau que j'occupe aujourd'hui. Alors, comme ça, vous voyez.
Ben, je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça que vous voyez partir, mais je veux dire, vous voyez travailler encore longtemps Oui, parce que vous êtes certainement. animé par le travail, ça vous anime. Si la santé me permet de le faire. Et en règle générale, j'ai toujours quand même eu une bonne santé. J'ai même eu l'occasion d'avoir des accidents de vélo. Ben oui, en fait, j'allais vous amener là-dessus. On sait que vous êtes un passionné de vélo. C'est une façon, c'est un exutoire pour vous, j'imagine. Ça vous garde en forme, mais ça vous change les idées. Est-ce que vous avez d'autres passe-temps? Comment vous occupez vos loisirs? Le sport, j'aime bien donc, la natation, mais sinon, c'est le ski de fond. J'adore le ski de fond. Moi, j'habite donc, dans les cantons de l'Est, près du Mont-Offord. On a un parc merveilleux, le parc du Mont-Offord, le lac, l'été. On fait du ski nautique, du ski alpin également avec les enfants. Donc, c'est ça. Ce sont des moments de rapprochement qui sont toujours très agréables. Vous m'avez parlé tout au cours de l'entrevue de vos lectures de Genèse, Kant, Marx, Hegel et tout. Est-ce que vous lisez encore? Malheureusement, je ne lis pas autant que je souhaiterais. Ouais. Je lis beaucoup de journaux, par contre. Toujours très moi, informé. vous savez, j'ai pas de formation en finance en tant que telle. J'ai une formation en droit, mais j'ai quand même réussi, je dirais, dans le domaine financier. Je pense que les gens penseraient ça. Alors, pour savoir et anticiper aussi, être en mesure d'avoir peut-être de développer un sentiment d'anticipation, il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe ailleurs. Donc, moi, je lis des journaux, je lis le Wall Street Journal, le Financial Times, les Échos, donc pour savoir qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe en Asie, qu'est-ce qui se passe un peu partout. Et en même temps aussi, donc, de rester bien au fait des choses politiques un peu partout. Et mon passe-temps, donc, ça va être la lecture. Celui-ci est moins sur les affaires, bien qu'il y ait une section financière aussi importante, c'est le journal Le Monde. Alors, je lis Le Monde depuis, je ne sais pas, 40 ans. Et puis, j'adore ce Donc, journal. vous êtes très au fait de l'actualité. Est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? l'avenir? Si vous ne pensez pas à la retraite, mais vous voyez où dans 10 ans, mettons? Est-ce que vous pensez à ça des fois? Non. Donc, vous vivez ici maintenant. Et oui, mais en même temps, je pense, je viens de parler de l'anticipation, et ça, c'est certainement une des qualités requises pour diriger une organisation et diriger une entreprise. Parce que si vous êtes toujours à la remorque de votre concurrence, bien, vous risquez donc de vous faire dépasser purement et simplement. Alors, et c'est la raison également aussi pour laquelle on se doit d'être en mesure de voir un petit peu partout ce qui se passe. C'est par le biais donc, de la lecture des journaux que moi j'y arrive et de faire en sorte justement que, bon, quand Netflix est arrivé ici, on avait déjà notre club illico, donc nous étions déjà engagés dans la production de séries originales. Est-ce que ça va nous permettre de continuer à avoir du succès? Oui, c'est un élément parmi tant d'autres parce que c'est l'espèce de phénomène d'accumulation de différentes initiatives qui sont cristallisées à l'intérieur de produits et de services qui font en sorte que vous demeurez d'actualité et vous demeurez pertinent. Donc, toujours se tenir au fait des nouvelles tendances, anticiper ce qui s'en vient, justement pour demeurer pertinent, parce que vous, on vous écoute, c'est clair, vous comptez rester pertinent encore un bon bout de temps. Bien, espérons. Avant que les enfants m'envoient au CHSLD. Il y a encore du temps. Hein? On va continuer à vous suivre. Je pense que ça va prendre un petit bout de temps avant que vous en soyez rendu là, mais on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup, Pierre-Carl Péladeau, pour votre temps. Merci. Merci.